Aujourd'hui, nous allons parler parentalité et maladie chronique. Et plus précisément, je vais répondre à une question que vous êtes nombreux à m'avoir posée. Comment parler de la maladie chronique, des limitations de ce qu'on vit à son enfant? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dont je vous parle depuis très longtemps sur les réseaux, que j'ai mis très longtemps à faire, mais que je vais faire aujourd'hui et qui va se découper finalement en deux vidéos. Cette première vidéo où je vais vous expliquer, je vais vous donner mon point de vue et peut-être des pistes qui pourront vous être utiles, je l'espère, pour mieux communiquer avec votre enfant, pour mieux lui parler, mieux lui expliquer ce que vous vivez avec la maladie chronique. Et une autre vidéo que vous allez retrouver d'ici une semaine, je pense, qui va être plus une foire aux questions, où je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram, sur justement ce sujet de la parentalité. Déjà, vivre avec une maladie chronique, c'est très compliqué pour soi, parce que c'est très frustrant, on est limité, on peut rarement anticiper ce qu'on a à faire, enfin c'est beaucoup d'adaptation et souvent un manque de ressources pour faire face à ces adaptations-là. Et quand on est parent, finalement ça rajoute une charge en plus de stress, une charge en plus de culpabilité de ne pas pouvoir être ce parent qu'on aimerait être à cause des limitations induites par la maladie. Et la difficulté supplémentaire, c'est comment je communique avec mon enfant, comment je lui explique que je ne peux pas faire tout ce qu'il voudrait que je fasse, que j'ai besoin de me reposer, que je ne peux pas faire telle ou telle sortie, que je ne peux pas inviter autant de copains qu'il le souhaiterait. Enfin bon, en fonction de l'âge de votre enfant, ce sera des problématiques bien sûr différentes. Et du coup, on a cette double charge de déjà je suis responsable de moi et j'ai du mal à gérer ma vie au quotidien, mais en plus, je me sens responsable de ce que je fais vivre, entre guillemets, à mon enfant. Alors, je le dis comme ça, mais vous verrez dans le cours de cette vidéo que c'est pas comme ça qu'il faut l'envisager. Mais en général, c'est ce qu'on ressent. On ressent de la culpabilité, on sent cette culpabilité aussi du parent qu'on est pour notre enfant, parce qu'on aimerait être calme, on aimerait être doux, on aimerait être à l'écoute, on aimerait être là pour lui tout le temps et toujours ce parent qui ne se met pas en colère, qui s'occupe bien de lui, vous savez, ce parent idéal finalement qu'on aimerait tous être. Et puis, la réalité, c'est que la maladie nous limite et que on n'arrive pas à être ce parent-là et que ça rajoute une culpabilité en plus dès qu'on se met en colère, dès qu'on n'est pas patient, quand on a certaines pensées de se dire « là si je pouvais être seule, là si je pouvais n'avoir qu'à m'occuper de moi » et c'est souvent beaucoup de culpabilité de se rajouter tout ça. Alors déjà, je vous rassure, le parent parfait n'existe pas, que vous viviez ou non avec une maladie chronique. Personne n'est ce parent parfait, mais du coup, c'est vrai que quelquefois, on se dit il faut que j'aborde ce sujet avec mes enfants, il faut que je leur explique, il faut qu'ils comprennent, et on ne sait pas comment l'aborder. Donc cette vidéo, l'objectif, c'est de vous aider à voir comment vous pouvez aborder ça avec votre enfant, et en tout cas, de vous donner des pistes pour pouvoir mieux communiquer avec votre enfant à ce sujet-là. Parce que le risque, et je pense que beaucoup de personnes vivant avec une maladie chronique ont vécu cette expérience-là, c'est de continuer comme avant, c'est d'essayer de se forcer jusqu'au bout de nos limites parce que c'est nos enfants, parce qu'on les aime et parce qu'on veut le meilleur pour eux, on veut être le meilleur parent pour eux et on se sent dans cette obligation de se forcer pour ça. Et on revient lessivé à chaque fois qu'on fait une sortie, mais on ne s'écoute pas parce qu'on le fait pour nos enfants. Et honnêtement, même si ça part d'une très bonne intention, même si on a l'impression que sur le coup, c'est une bonne idée de presque cacher la maladie à ses enfants et de faire comme si elle n'était pas là. Honnêtement, sur le long terme, si vous vivez avec une maladie chronique, ça ne va pas tenir. Cette stratégie, elle ne va pas tenir de vous pousser comme ça. Elle va encore plus vous épuiser, elle va encore plus épuiser vos ressources. Et surtout, cette pression-là, vous êtes le seul à vous la mettre, parce qu'en vérité, vos enfants, ils n'entendent pas vraiment ça de vous. Enfin bon, pas vraiment ça de vous. On va en parler tout à l'heure, je vais vous expliquer plus en détail, mais tout ça pour vous dire que déjà, n'ayez pas ce comportement de vous pousser à tout prix. Alors des fois je sais qu'on ne peut pas faire autrement, mais de vous mettre cette pression-là ou cette culpabilité-là en plus parce qu'elle va vous desservir. Donc là je vais vous donner quelques petites étapes sur comment créer cette communication avec votre enfant et comment lui expliquer. Donc la première étape primordiale selon moi, et étape que l'on oublie souvent en tant que parent, c'est de s'occuper de soi.
avant de vouloir expliquer à votre enfant ce qui vous arrive, prenez soin de vous. Si vous êtes dans une situation où vous êtes vraiment tout le temps en mode survie, parce que vous en pouvez plus, parce que c'est trop, parce que vous êtes dépassé par vos émotions, parce que vous n'y arrivez plus, vous n'allez pas avoir cette disponibilité d'écoute. La communication va pas être forcément efficace et surtout, plus spécifiquement, ce que vous allez dire ne va pas atteindre votre enfant. Parce que ça, c'est un des premiers points que je voulais aborder avec vous. Plus votre enfant est jeune, plus les enfants sont jeunes, plus ils vont être sensibles au non-verbal et non au verbal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont être sensibles à l'intonation de votre voix, ils vont être sensibles aux expressions de votre visage, ils vont finalement plus lire ce qu'il se passe en vous, ce qu'il se joue en vous, les émotions que vous avez au moment où vous communiquez avec eux, que vraiment comprendre, intégrer le sens de vos mots. C'est-à-dire que si déjà le non-verbal bloque, si votre enfant sent à un moment donné que vous n'êtes pas bien, et au moment où vous discutez avec lui, il va finalement connoter tout votre discours de ça. Donc la première chose, c'est vraiment de prendre soin de vous pour être, le jour où vous allez entamer cette discussion avec votre enfant, dans un état où vous êtes vraiment dans cette ouverture, dans cette disponibilité et avec assez de ressources pour vous-même processer vos émotions, réguler vos émotions au moment où vous allez discuter avec votre enfant. Parce que plus il est petit, comme je vous ai dit, plus son système nerveux va se caler sur votre système nerveux. Et si vous êtes vraiment, vous, déjà dans ce mode survie, ça va activer le mode survie dans votre enfant. Et votre enfant va tout de suite se dire « Ok, elle me parle de sa maladie » ou « Il me parle de sa maladie ». Ça veut dire que c'est quelque chose de très dangereux, puisque quand il m'en parle, je sens, en tout cas mon corps décode cet état physiologique de stress. Donc première chose, primordiale, on s'occupe de soi, on s'occupe de ses émotions, on prend soin de soi sur le court terme, on se fait passer en premier pour pouvoir prendre soin de son enfant sur le long terme. Donc n'hésitez pas à vous faire aider si c'est difficile, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute, même si c'est une maladie, si vous souffrez d'une maladie somatique, et n'hésitez pas à aller vous faire aider pour justement pouvoir mieux gérer tout l'aspect, mieux réguler vos émotions, mieux comprendre tout ce qui se passe en vous, pour pouvoir être dans cet état finalement d'ouverture et de paix intérieure au moment où vous allez communiquer avec votre enfant. Attention, il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est normal de se sentir dépassé par ses émotions, et c'est normal que vous ne réussissiez pas à être calme, à être disponible, et ça peut-être, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo de pourquoi justement on est tout le temps sur cet état où on est sur les nerfs, sur le vif quand on vit avec des problèmes de santé, et d'ailleurs, quand on est parent, je vous rassure, ce n'est pas que quand on vit avec des problèmes de santé qu'on est dans cet état-là, et c'est juste à des moments où on n'a plus de ressources, notre système nerveux s'active de cette manière-là, donc il n'y a pas de culpabilité à avoir si vous ne réussissez pas à être dans cette disponibilité, ou si vous ne réussissez pas finalement à réguler vos émotions et à être dans cet état de calme. Faites-vous aider, prenez soin de vous, et deuxième chose, choisissez le moment où vous allez discuter avec votre enfant. Un moment justement où vous vous sentez bien, où vous avez assez d'espace en vous, où vous vous sentez apte à être dans cette communication-là avec votre enfant. Parce que même si vous prenez soin de vous, forcément, vous n'avez pas autant de disponibilité que vous souhaiteriez avoir, vous n'avez pas autant de ressources disponibles, et même sans vie avec la maladie d'ailleurs, on est toujours en train de faire comme ça, c'est-à-dire ça monte, ça descend, on s'énerve, on se calme, etc., etc. Sauf que quand on vit avec une maladie chronique, je vous avais déjà expliqué ça avec le concept de fenêtre de tolérance, notre fenêtre de tolérance où on arrive à monter, se calmer, etc., etc., elle est réduite. Donc rapidement, les émotions, elles vont nous dépasser complètement, ou au contraire, rapidement, on va tomber dans ce qu'on appelle la freeze-réponse, où on va être complètement abattu, triste, fatigué, et où ça va être compliqué pour nous. Donc choisissez un moment où vous pouvez être dans cette fenêtre de tolérance, où vous sentez assez d'espace pour discuter avec votre enfant, où vous sentez assez d'espace pour accueillir et processer toutes les émotions qui peuvent se présenter. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre enfant, si vous n'êtes pas dans cet espace, il va le sentir au son de votre voix, il va percevoir des choses, même si vous avez l'impression que votre discours est ok. Un enfant a de très très fortes capacités du fait de la régulation du système nerveux qui se synchronise, de ce qu'on appelle la corégulation, et ce qu'on appelle les neurones miroirs, il va rapidement ressentir ce que vous ressentez. Donc vraiment, choisis un moment où on a cette disponibilité-là, où on se sent bien soi-même avec ce qu'on vit. Alors ça ne veut pas dire de ne plus avoir de symptômes, mais en tout cas où on se sent plutôt en paix ce jour-là avec ce qu'on est en train de vivre, excusez-moi. Et aussi on choisit un moment où on a beaucoup de temps alloué à son enfant. On pourrait se dire, je vais lui en discuter avec lui à un moment calme,
par exemple avant la sieste, avant le coucher, c'est pas forcément une bonne idée parce que votre enfant va se retrouver seul après ça. Et il va pouvoir réfléchir, se reposer des questions, réinterpréter les choses différemment et vous ne serez pas forcément disponible pour répondre à ces questionnements à ce moment-là. De même, choisissez pas un moment où il va partir, par exemple juste avant l'école, le matin au déjeuner, ou avant de partir en vacances chez les grands-parents, où vous dites je vais lui expliquer que j'ai besoin de me reposer parce que je suis malade et je vais lui expliquer et 1 heure après il part chez les grands-parents. C'est pas forcément une bonne idée parce qu'il faut avoir un moment où vous aurez une grande plage horaire, on va dire disponible, ou tout du moins une grande plage horaire où vous serez avec lui pour vous rendre disponible si jamais finalement sur le coup il n'a peut-être pas de questions mais qu'elles vont venir après pour qu'il puisse venir vous poser ces questions. 3e étape, comment on aborde ce sujet-là. Alors comment on le dit, avec quels mots, comment on s'y prend. Donc je vais vous donner quelques petits conseils. Première chose, attention au choix des mots. Choisissez un discours, un langage qui est vraiment adapté à son âge, c'est-à-dire adapté à son âge qui est dans son bassin de référence, c'est-à-dire quelque chose qu'il peut comprendre en fonction de son âge, en fonction de ses capacités de compréhension. Aussi adapté bien sûr à votre enfant, à son tempérament, à sa sensibilité plus ou moins forte. Enfin, en tant que parent, vous êtes la personne qui le connaît le mieux, donc vous saurez voir en fonction de ses réactions ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas, comment il réagit, donc vraiment adapter les choses. Vous pouvez aussi vous aider de différents supports, il y a des dessins animés qui sont très bien faits, moi je pense plus particulièrement, moi je me suis beaucoup aidée du dessin animé La Vie, qui existait déjà quand j'étais petite, et plus récemment il y a les storybots aussi qui sont plutôt bien faits si vous avez Netflix, pour expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau du corps, pour ouvrir le dialogue avec votre enfant, et en fonction de son âge, après vous allez pouvoir utiliser aussi des petites images qui vont lui parler. Je sais que moi, quand mon enfant était très petit, je lui parlais de petits bonhommes dans le corps, parce que ça faisait référence un petit peu à la vie, de petits bonhommes dans le corps pour parler des cellules qui communiquaient ensemble et que les miennes, c'était un petit peu la pagaille, qu'elles communiquaient pas très bien, qu'elles avaient des réactions un peu bizarres et que du coup ça me donnait des choses un petit peu bizarres pour lui expliquer mes vertiges, pour expliquer que je puisse pas me lever du lit certains jours et que ça partait dans tous les sens, que ça faisait un petit peu la fête et que du coup ils arrivaient pas bien à recréer l'énergie comme il faut et que j'avais besoin de me reposer pour qu'ils se recoordonnent bien et qu'ils se remettent bien tous d'aplomb. Voilà, donc moi j'avais expliqué ça comme ça parce que ça parlait à mon enfant. Plus tard, rapidement en grandissant, je lui parlais de cellules. Ce que je veux dire, c'est vraiment d'utiliser ce qu'il y a dans son bassin de référence qu'il peut comprendre. Et également, deuxième chose, de le faire reformuler. C'est-à-dire que nous, on va expliquer à notre manière et on va peut-être pas se rendre compte que chez notre enfant, ça va activer certaines choses. Ça va activer certaines peurs parce qu'il va pas comprendre exactement la métaphore qu'on a pris et pour lui, ça va être il va se faire un petit film, un scénario qui n'a rien à voir avec la réalité de ce que vous voulez expliquer. Donc deuxième chose, une fois que vous l'avez expliqué, demandez-lui de reformuler, ce qu'il a compris. C'est-à-dire de reformuler ce qu'il se passe pour vous, ce qu'il en a compris. Et comme ça, vous pourrez dissiper les malentendus. Troisième chose, ne pas trop en dire. C'est-à-dire, il faut trouver le juste milieu en fonction de l'âge, en fonction de la situation, entre trop en dire ou trop peu en dire. L'idée, c'est pas de cacher des choses à votre enfant, parce que, comme je vous disais, les enfants perçoivent les choses facilement avec le non-verbal, donc c'est bien de poser les choses et d'expliquer exactement ce qui se passe pour vous, pour dédramatiser tout ça aussi, et pour rassurer et resécuriser votre enfant, mais quelquefois, on va tendance peut-être à en dire trop. Et on peut instaurer des peurs qui ne sont pas du tout présentes pour son enfant. Par exemple, des phrases du genre ne t'inquiète pas, papa va pas mourir, ou t'inquiète pas, maman, c'est pas grave ce qu'elle a. Alors que votre enfant s'était peut-être même pas posé la question de la mort, alors qu'il s'était même peut-être pas posé la question de la gravité. De même, en fonction de l'âge de l'enfant, avec les exemples que je viens de vous donner, éviter les négations, parce que plus il est jeune, plus son cerveau n'est pas en capacité de comprendre la négation. Donc si vous dites c'est pas grave, il va comprendre c'est grave. Si vous dites ne t'inquiète pas, il va comprendre qu'il faut peut-être s'inquiéter, parce que si papa et maman lui disent de pas s'inquiéter, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait être potentiellement inquiétant. Donc à la place, on explique la situation de manière factuelle, adaptée à son âge, mais on n'anticipe pas ses craintes. C'est-à-dire que quelquefois on va projeter des peurs, on va projeter des craintes qui sont nos propres craintes, et qui ne seront pas du tout les craintes de notre enfant.
Donc bien jauger votre discours, dire ce qu'il y a à dire, mais ne rajoutez pas toute une charge émotionnelle qui viendrait de vous finalement pour anticiper des peurs qui ne seraient pas là. Laissez plutôt un temps de discussion avec votre enfant pour qu'il vous exprime lui ce qu'il ressent à ce moment-là, plutôt que de lui donner trop d'infos qui ne seraient pas forcément utiles pour lui. Autre point, laissez vraiment un espace disponible à ses questionnements, c'est-à-dire que rassurez-le sur le fait que vous êtes disponible pour entendre et pour répondre à toutes ces questions, qu'il n'y a pas de questions bêtes, qu'il ne faut pas qu'il hésite à vous poser des questions. Le besoin principal de votre enfant, c'est de se sentir en sécurité, c'est de se sentir aimé, c'est de se sentir accepté tel qu'il est, et ça, quel que soit son âge. Donc il faut vraiment que vous créez ce lien, cet espace avec votre enfant de non-jugement et de bienveillance pour qu'il se sente vraiment libre de poser toutes les questions et que vous y répondiez vraiment de la manière le plus honnête possible. De la même manière, si vous vous rendez compte en discutant avec votre enfant qu'il est peut-être pas à l'écoute, par exemple s'il est petit, qu'il est en train de continuer à jouer puis qu'il n'écoute pas vraiment ce que vous dites ou qu'il fait un dessin, ou pour les ados que vraiment vous avez l'impression que ça lui passe au-dessus de la tête, c'est pas grave, ne réagissez pas pour autant dans l'affectif ou n'essayez pas de reprendre à tout prix le contrôle de la conversation en ramenant l'attention de votre enfant, parce que quelquefois ça peut être aussi une stratégie pour votre enfant pour gérer ce que vous êtes en train de lui dire. Donc voilà, je voulais faire une précision aussi là-dessus. Laissez juste ouvert à la fin que s'il a des questions, il peut revenir, et puis bon, s'il ne réagit pas à ce que vous lui dites, il ne réagit pas, c'est sa manière de réagir, mais vous aurez dit les choses. Enfin, accueillez toutes les émotions qui se présentent. N'hésitez pas à reformuler ce qui est en train de se passer pour votre enfant, à lui poser des questions si vous voyez que vous sentez qu'il n'est pas bien ou qu'il y a quelque chose, mais qui, plus ils sont petits, plus ils vont pas être en capacité d'exprimer ce qui se passe pour eux, plus c'est l'émotionnel qui va s'exprimer. Donc n'hésitez pas à parler aussi des émotions à votre enfant, n'hésitez pas à lui expliquer le rôle des émotions, n'hésitez pas à vous servir de support pour ça. Vous pouvez, il y a des très bons livres qui existent sur les émotions pour les tout petits. Pour les un petit peu plus grands, il y a, vous pouvez montrer le dessin animé vice-versa. Pour les pré-ados, il y a aussi plein de supports qui existent. Pour les ados, c'était un petit peu différent, mais on en parlera plus tard dans l'autre vidéo. Donc c'est vraiment intéressant d'utiliser tous ces supports parce que ça va ouvrir le dialogue avec votre enfant, puis ça va permettre à votre enfant de poser des mots sur ce qu'il est en train de ressentir et de lui laisser ce support finalement à disposition. Alors attention quand vous choisissez un support à ce que ce soit pas quelquefois il y a des livres qui sont pas très bien faits où on parle vraiment de gérer ses émotions dans le sens de non pas de les comprendre mais de les taire. Et plus l'enfant est petit, plus il peut avoir l'impression que finalement il y aurait des bonnes, des mauvaises émotions, des émotions positives et négatives. Donc l'idée c'est vraiment de lui apprendre que les émotions c'est normal qu'elles soient là, que les émotions c'est normal qu'il ressente ça. Et de lui apprendre à exprimer ses émotions et ses ressentis et de lui dire qu'il a le droit de ressentir ça. Si votre enfant par exemple se sent triste, si votre enfant se sent en colère, lui dire que c'est ok qu'il soit en colère, que ça se comprend, que vous aussi, le fait de ne pas pouvoir faire des choses avec vous, ça vous met très en colère parce que vous aimeriez le faire, mais que c'est comme ça et lui expliquer finalement le rôle de cette colère, que cette colère elle montre que vraiment vous avez envie de passer du temps avec lui et que c'est important pour lui, et après d'évoluer sur votre discours finalement sur une proposition de qu'est-ce qu'on pourrait faire quand même ensemble et qui serait un bon moment passé ensemble, et puis ça va vous aider aussi à quelquefois poser les choses non pas en criant, non pas en vous énervant, non pas en ayant vos réactions automatiques ou en vous cachant parce que vous voulez pas que votre enfant voit vos émotions, mais en lui expliquant, en restant calme et en lui expliquant, par exemple, je pense à la métaphore du vase. Là, je vous renvoie, à la vidéo que j'avais faite sur la charge mentale, où vous pouvez utiliser ce type de vidéo, ce type de visuel pour lui expliquer ce que vous vivez, parce que ça fonctionne pareil avec les émotions, où finalement votre saute que vous pouvez supporter dans la journée, il se remplit, ou votre vase, et qu'il n'y a pas de sortie, que la sortie fonctionne pas très bien, et que du coup, vous pouvez lui dire à un moment donné, quand vous sentez que la colère arrive, maman ou papa sent que le vase est trop rempli, qu'il va déborder, donc j'ai pas envie de te crier dessus, j'ai pas envie de me mettre en colère, je te redonne la consigne, je te dis ce que j'attends de toi, et moi je vais me prendre un moment seul parce que j'ai besoin justement de prendre un temps pour faire
ouvert un peu d'espace dans Mosso pour pouvoir revenir et pouvoir discuter avec toi. Alors vous allez vous dire, ah oui, mais ça fonctionne pas. Si, je vous assure que si vous instaurez le dialogue avec votre enfant, si vous lui expliquez les choses, votre enfant va très très bien comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Mais n'hésitez pas à utiliser des métaphores, n'hésitez pas à utiliser des visuels. L'idée, c'est vraiment de dire, il y a notre discours, mais il y a aussi tout l'aspect émotionnel et vraiment bien dire à votre enfant qu'il a le droit de ressentir ce qu'il ressent parce que, en fait, on veut protéger nos enfants, on veut les protéger de tous ces sentiments qui sont difficiles à vivre, mais c'est aussi un apprentissage que vous allez lui proposer, lui donner, c'est des clés que vous allez lui donner pour plus tard pouvoir lui-même mieux réguler ses émotions. Et enfin, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, respecter ses besoins, c'est-à-dire respecter sa manière de fonctionner. S'il veut en parler, tant mieux. Vous êtes disponible pour en parler et vous en parlez ensemble et vous créez ce lien de cette manière-là. Mais s'il ne veut pas en parler, c'est ok aussi. Et ne remettez pas toujours le sujet de la maladie sur le tapis parce que s'il ne vous en parle pas, c'est aussi lui peut-être une manière de gérer, de se protéger, de gérer la situation qu'il a trouvée. Ce que je voulais vous dire vraiment en conclusion, c'est d'arrêter de vous culpabiliser. Je sais que c'est difficile, je sais qu'on peut avoir beaucoup de culpabilité de ne pas pouvoir être le parent qu'on aimerait être, de ne pas pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, de ne pas pouvoir avoir cette disponibilité qu'on aimerait avoir pour eux. Surtout, c'est d'autant plus difficile si on manque de soutien dans notre entourage ou de compréhension par rapport à ce qu'on vit ou qu'on doit se débrouiller tout seul avec son enfant. On peut facilement se culpabiliser de ne pas faire assez ou de ne pas réussir à prendre du temps pour soi. Donc rassurez-vous, déjà c'est le lot de la majorité des parents, si c'est pas tous les parents à mon avis, de ne pas pouvoir être le parent qu'on aimerait être. Et rappelez-vous surtout que ce qui est important, ce qui va vraiment permettre à votre enfant de se construire et de s'épanouir, c'est pas ce que vous faites avec lui. C'est vraiment comment vous le faites, c'est le lien que vous créez avec lui, c'est le lien que vous avez construit avec lui. Et ce lien, il passe par la communication, par la connexion, et ça, vous pouvez le créer, peu importe les conditions que vous expérimentez. En tant que parent, on a envie d'éviter à notre enfant de vivre des choses difficiles, on a envie de lui donner entre guillemets une vie normale, ce qui ne veut selon moi rien dire, mais c'est ce qui revient souvent dans les messages, de ne pas pouvoir être un parent normal, mais la vie, elle est semée d'obstacles, elle est semée de moments difficiles, ça peut être une maladie, mais ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être un deuil, ça peut être un changement soudain qui nous fait perdre tous nos repères, un déménagement, ça peut être plein de choses, et on contrôle pas tout ça. Et c'est pas notre faute, et c'est pas de votre faute. Et ce qu'il faut envisager, c'est que c'est surtout dans ces moments-là qu'on se construit. Et votre enfant aussi, c'est dans ces moments-là, c'est face à la difficulté qui va construire ses capacités de résilience, qui va construire ses capacités de régulation émotionnelle, et que l'idée, ce n'est pas de lui éviter de ressentir tout ce qui va être compliqué et tous les obstacles de la vie, parce que c'est le principe vraiment de tout être vivant, de se construire avec cette adaptation au contexte qu'on est en train de vivre. Et l'idée, c'est vraiment d'aider votre enfant à se construire avec ça, à se construire avec les difficultés, c'est à se construire grâce aux moments faciles, grâce aux moments agréables, mais aussi grâce à la frustration, à la tristesse, à la colère, qui sont aussi des guides. Et votre rôle en tant que parent, c'est pas d'éviter qu'ils ressentent toutes ces choses difficiles. Même si je sais qu'en tant que parent, on aimerait qu'ils ne vivent que des moments agréables et qu'ils soient heureux tout le temps, mais l'idée, c'est d'envisager que votre rôle, c'est vraiment de lui apporter ce soutien, cette confiance absolue dans le fait que vous serez toujours là pour lui et que vous avez confiance dans ses capacités à traverser ça. Et comment il va construire cette capacité-là ? Il va la construire dans le lien qu'il a avec vous, dans vos échanges, et puis en regardant comment vous faites face à vos propres difficultés et comment vous faites face à votre propre vulnérabilité. Et maladie ou pas, vous êtes en capacité de faire ça. Donc votre enfant, il ne vous demande pas d'être un parent parfait, il vous demande juste de l'aimer de manière parfaite, c'est-à-dire de manière inconditionnelle. Votre enfant, il a juste besoin de ça de vous, que vous soyez ce socle-là. Et ce socle-là, il n'est pas lié à ce que vous pouvez ou ce que vous ne pouvez pas faire. C'est vraiment d'être ce socle-là pour lui, ce socle-là qui va le voir, le comprendre, l'entendre, le sécuriser dans ce qu'il est et l'accepter dans ce qu'il est. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur comment parler de la maladie à votre enfant. Alors j'ai un petit peu dérivé sur autre chose, mais bon, vous commencez à me connaître. Je vous retrouve très vite pour cette foire aux questions. Je vais aborder des problématiques plus spécifiques liées à la vie avec la maladie
et au fait d'être parent. Je vous dis de bien prendre soin de vous. J'espère pour vous, si vous êtes parent, que vous réussirez à créer ce beau lien avec vos enfants. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.